On travaille tout en fait, le SEO, la technique, le rédactionnel et le linking. Il faut le travailler de façon assez équilibrée. Si tu mets trop l'accent sur un et pas assez sur les deux autres, tu déséquilibres un petit peu ton référencement naturel et ça, c'est pas forcément profitable. Donc avec l'agence, on travaille de façon très progressive. On essaye en fait de ne pas mettre de coup d'accélérateur parce que l'algorithme de Google n'est pas idiot et il comprend bien que tu fais des efforts pour l'amadouer. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier avec aujourd'hui Sébastien Colombier qui est le directeur général de As de Carreau que vous trouverez sur asdecarreau.com et qui vend du carrelage en ligne et en boutique et en showroom. Absolument. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi Thomas Chabrière qui nous a mis en relation, qui vous aide à avancer sur la partie RP. On en parlera tout à l'heure puisque c'est une expérience nouvelle, le RP. Absolument, ça fait 2-3 mois qu'on travaille avec lui. RP Relations Presse, pardon. Voilà, ouais. Relations Presse, c'est quelque chose qu'on n'avait pas adressé jusqu'à maintenant. Tu as un parcours assez intéressant. Tu as fait de l'intégration de RP chez Ubisoft. Ensuite, tu as bossé dans des grues mobiles. Tu as fait un petit détour par des centrales à béton avant d'intégrer une aventure familiale, hyper intéressant, qui est celle d'As de Carreau. Le carrelage, chers auditeurs, si vous avez déjà travaillé, touché, approché du carrelage avant qu'il soit posé dans une salle de bain, une cuisine ou un salon, peu importe, le carrelage, ça peut être fragile, c'est très très lourd. Il y a des enjeux marketing, très souvent on veut le voir ou le toucher. Je disais voir tout à l'heure quand on préparait cet entretien, mais moi je suis content de le toucher, de voir la texture qu'il peut avoir. Je suis très curieux de savoir pourquoi, comment vous vous êtes lancé dans le digital, puisque la boîte a été créée en 2002. Et ce n'est qu'en 2010 que vous avez lancé le site internet pour tester des choses. Aujourd'hui, le site internet, c'est plus de 60% de votre chiffre d'affaires, qui est de 7,5 millions. C'est ça, 7,5 millions. Dernière année. Donc ça, c'est une question que je me pose. Une autre question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, une start-up qui veut se lancer dans les courses en ligne, livrées en 1 heure à Paris, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui viennent d'éclore ces quelques derniers mois, c'est assez facile parce qu'il y a un ensemble d'acteurs disponibles via API qui vont faire de la livraison du dernier kilomètre, du premier kilomètre, bref. Livrer des carreaux par palette qui pèsent en moyenne, tu me l'as dit, à peu près 340 kilos. 340 kilos. On peut livrer jusqu'à 10 tonnes. Voilà, ça ne se fait pas de la même manière. Donc, non. J'imagine que le jour, en 2010, où vous êtes lancé dans la vente en ligne, il a fallu répondre à un ensemble de questions et de challenges qui ne sont pas forcément évidents. Et je suis très heureux qu'on en parle aujourd'hui. Autre point que j'aimerais aborder, qu'on abordera, qui est l'omnicanalité. Vous aviez initialement, historiquement, un showroom dans le sud, à Pézenas, un peu en dessous de Montpellier, pour ceux qui devront le chercher sur Google Maps. Vous avez ensuite ouvert plusieurs showrooms, dont un à Paris. J'aimerais comprendre à quoi servent les showrooms, comment est-ce que tu gères ce stock d'échantillons. Et en parlant d'échantillons, ça aussi, c'est une question que j'aurais. Vous envoyez une quinzaine de milliers d'échantillons. Une quinzaine de milliers de colis d'échantillons par an, oui. Par an, pour pouvoir... Ouais. Voilà, donc un autre point important que j'aimerais comprendre et qui a certainement pu participer à cette belle croissance, puisque quand tu as rejoint la société en 2004, l'aventure en 2004, donc 2 ans après sa création, vous étiez à un peu moins de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. 1 million en 2010 quand vous lancez le site internet, 7,5 millions 10 ans plus tard, une incroyable croissance, et tout ça en famille. En famille. Autofinancé. Formidable. Je suis impatient que tu me racontes cette belle histoire. Je reviens un peu à la genèse de la création, donc 2002 par tes parents. Pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans le carreau ?
Alors en 2002, pour mettre un peu de contexte, mon père est viticulteur, donc dans l'Hérault. Ma mère est associée dans une entreprise de transport en commun. Et dans les années 2000, il y a une grave crise viticole qui touche un petit peu toute la France, particulièrement le sud de la France. Mon père a 50 ans et ils ont un ami qui est agent commercial d'usine de carrelage, qui leur dit écoutez, si vous voulez, je vous file un coup de main, je vous présente à mes fabricants, et puis voilà quoi, vous avez une grande maison qui s'y prête, vous pouvez faire un mini showroom et on part comme ça. Donc 2002, juillet 2002, ils condamnent une partie de leur maison, ils font un showroom de 25 mètres carrés. Alors on parle pas de Pézenas, là, on parle de Saint-Pons-de-Mauchien. Donc 600 habitants, tu vois. Donc vraiment le milieu rural, quoi. Et puis on travaille avec des relations. Ils travaillent essentiellement sur rendez-vous, le dimanche, le soir tard s'il faut, etc. Et donc ça part comme ça. Moi parallèlement, donc à l'époque j'étais chez Ubisoft. Ma compagne travaille à Montpellier, je fais les allers-retours, ça commence à être un petit peu lourd et je trouve un poste de DAF dans une jolie PME de Nîmes qui fait de la location de grues mobiles. Donc il y a un petit choc thermique quand même entre pas Ubisoft, pas au sens météo, mais le vraiment, jeu vidéo, l'intégration. Voilà. En plus tu faisais de l'inté de PeopleSoft, c'est ça, PeopleSoft, le RP avec un spectre européen, on voyage tout le temps, une moyenne d'âge 25 ans, des gens diplômés d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, et c'est sans mépris du tout, hein, mais on arrive dans un secteur du bâtiment très très viril avec des chauffeurs de grue. C'est un milieu assez... c'est pas un milieu violent, mais c'est un milieu vraiment différent. J'ai du mal à m'y faire, faut le dire. Hein, c'est assez difficile pour moi. Et donc 6 mois après, je me mets d'accord avec mon PDG et je lui dis écoute, je me sens pas bien, je préfère repartir. J'étais dans l'intention vraiment de revenir à Paris pour retrouver mes repères. Et mon père me dit écoute, si tu veux, j'ai trouvé un grand local à Pézenas qui pourrait se transformer en showroom. Ça vaut le coup d'essayer. Si ça marche pas, c'est pas bien grave et ça t'empêchera pas toi de continuer ta vie professionnelle et nous aussi. Donc on tente le coup. Et donc août 2005, on ouvre le showroom après quelques travaux quand même. On ouvre que l'on fait nous-mêmes, les travaux que l'on fait nous-mêmes. On ouvre le showroom à Pézenas. Avec vos propres carreaux. Avec nos propres carreaux. Hein. Et donc voilà. Et donc ça, première année, on fait, je sais pas, sur 6 mois, on fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ça suit son cours. Le site viendra plus tard, en 2010. Entre-temps, avec un ami bijoutier, on a l'excellente idée de créer une centrale à béton. Alors l'idée c'était de créer une centrale à béton en libre service avec des cartes prépayées pour adresser un marché qui à notre sens n'était pas du tout adressé, à savoir le marché de la petite quantité, du particulier, plus un marché de service au final. Donc pour remettre les choses, hein, une centrale à béton c'est du sable, du ciment, du gravier, on mélange le tout avec de l'eau et on fait du béton qu'en règle générale on met dans des camions toupies, c'est des espèces de gros camions qui tournent, etc. Là on était un petit peu différent, on était sur une toute petite centrale qui avait pour vocation à livrer des petits camions, des remorques, etc. Sauf parce que en général le béton s'achète dans des grandes quantités, c'est exactement, ça. Exactement. Et que acheter une petite quantité de béton pour je sais pas faire un... Voilà, c'est pas possible et donc ça oblige à le faire à la main au final. Okay. À acheter séparément du sable, du gravier, du ciment, avoir peut-être une bétonnière. Enfin c'est toute une logistique qu'on n'a pas forcément. Donc on avait cette idée-là. On trouve un fabricant au Danemark qui fait ce type de petite centrale. Un gars à Saint-Nazaire qui avait développé l'automatisme pour gérer dans cette histoire de cartes prépayées. Et nous voilà partis en 2007, je pense, oui, 2007. Si tu veux, le béton, ça s'achète au mètre cube, donc on a le référentiel prix, c'est au mètre cube. Et nous, notre prix de mètre cube, il était peut-être 7 ou 8 fois plus élevé qu'un prix de mètre cube quand tu achètes en grande quantité. Donc il y avait au départ un petit truc qui gênait nos clients potentiels.
Et puis, on était dans une zone de chalandise qui n'était pas forcément la plus dense. Attends, juste pour qu'on... Je fais un tout petit peu en arrière, mais pour qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est des automates. C'est des automates. Je viens, je mets ma carte et j'achète mon quart de mètre cube, mon demi-mètre cube de béton. Tout à fait. Je mets mon seau en dessous et ça coule. Exactement. L'idée, si tu veux, c'était de se dire, on va se développer un petit réseau de centrales à béton en libre service. Ça, c'était l'idée de base. Non, mais je souris parce que, ok, c'est fun comme idée. Donc, alors c'est fun comme idée, mais assez rapidement, quand même, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on pivote et que c'était un modèle qui peut-être pouvait marcher si tu avais une activité annexe. Par exemple, si tu as une carrière. Donc, la carrière, c'est là où on extrait la matière première pour faire du béton. Les granulats, quoi. Par exemple, ou si tu as un marchand de matériaux, où tu vends, je sais pas, des blocs béton, où tu vends de la ferraille, etc. Mais une activité en soi, on s'est rendu compte que cette idée de centrale en libre service était assez compliquée à rentabiliser. Surtout que tu avais... Alors, pardon, je fais une parenthèse, mais chers auditeurs, j'avais fait un épisode avec Benoît Vasseur, qui avait fondé Allo Béton, qui était sur une approche un peu similaire, parce qu'il voulait permettre aux particuliers qui avaient des petits besoins de trouver du béton à proximité. C'est l'épisode numéro 24, que je vous invite à écouter, hyper intéressant. Tu avais un enjeu important aussi d'évangélisation, parce que le béton... Oui, le béton, traditionnellement, c'est soit on le fait à la main, soit on se le fait livrer en grosse quantité. C'est ça. Donc il fallait faire comprendre ce qu'on a, notre offre en fait. La notion de carte prépayée aussi, c'est quelque chose qui avait du mal à passer. On s'était imaginé d'avoir effectivement une centrale avec une présence humaine minimale. Et en fait, en fin de compte, on avait un centraliste qui était là toute la journée en permanence juste pour mettre la carte prépayée dans l'automate. Parce que, je sais pas, il y avait un blocage culturel sur cette partie-là. Donc en 2016-2017, on a pivoté, c'est-à-dire qu'on est passé sur un modèle plus traditionnel on a acheté une centrale beaucoup plus grosse pour adresser le marché local. C'est plutôt un marché de proximité, le béton. Ça tient combien de temps le béton ? Ça tient, une fois qu'il est fabriqué, allez, tu as 1h30 pour le mettre en œuvre. Après, il est dur. Ou en tout cas, il est plus praticable. Il est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Okay. Puis au bout de 2 heures, 3 heures, il est dur. Les gens ont l'habitude de rajouter de l'eau, mais ça dégrade ses propriétés, ses propriétés de résistance. Donc on peut mettre des retardateurs. Quand on est dans des périodes assez chaudes, notamment, on met des retardateurs de prise. Mais voilà, ça reste quand même très très limité. Donc tu peux pas t'amuser à livrer à 200 km du béton. Donc un business de proximité, vous pivotez de mini-centrales en self-service, en automate, à une centrale plus centrale traditionnelle. Centrale traditionnelle, on achète une grosse centrale, on revend la petite centrale. Et donc tu vois ce que je te disais, on l'a revendu à un gars qui avait une carrière dans le Nord. Okay. Et qui lui donc l'a fait vraiment comme une activité annexe. Et connexe plutôt, pas annexe, mais vraiment connexe, parce qu'en fait, il consomme sa propre production en faisant du béton. J'ai une image qui vient, il doit y en avoir plein d'autres, mais de la boulangerie en fait, où tu peux faire traverser le monde à de la farine, mais ta baguette, il faut qu'elle soit produite à proximité, si possible. Absolument, tout à fait. Ok. Et donc voilà. Donc c'était une activité qui était très très chronophage, assez stressante, dans un secteur qui est à la fois très réglementé, mais qui est aussi très structuré avec des très très gros acteurs, Lafarge, Cemex, etc. Et avec une vraie difficulté à vivre en étant petit. Donc en 2015, on a eu de la proposition pour revendre cette société, ce qu'on a fait assez facilement au final. Positif. Super. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, de cette pas de côté ? Je retiens qu'il faut quand même, enfin, si tu veux, on en parlera avec As de Carreau, mais je suis assez dans cette démarche de fait, c'est mieux que parfait. Il y a quand même certains secteurs il faut observer de près. Il faut vraiment observer la structure du secteur, mais toute la chaîne d'approvisionnement, enfin de l'approvisionnement jusqu'à la commercialisation, parce qu'il y a parfois des éléments que tu oublies, que tu ne vois pas, ou qui sont des éléments que tu perçois comme signaux faibles, mais qui est en fait un signal fort, qui fait qu'au final, ça te met des bâtons dans les roues et ça te freine dans ton développement.
Au final, c'est une entreprise qui a fait sa plus grosse année, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais si tu veux progresser, comme je te le disais, c'est un métier de proximité, tu es obligé d'avoir un maillage en fait. Ok. Tu peux pas te dire, ma centrale à béton, je vais mettre une plus grosse centrale à béton et je vais faire plus de chiffre d'affaires. Non. Tu as un marché maximum. Tu as un marché maximum. Ok. Tu es à 3/4 de ton point de production, de ton unité de fabrication. Intéressant. C'est un motto qu'on a, une règle qu'on a aussi chez Cosa Vostra. Fait, c'est mieux que parfait. Done is better than perfect. Et j'aime bien cette approche. 2 millions, c'est pas rien. Comment est-ce qu'on marche dans le béton ? Faiblement. Et en fait, tu compenses par les volumes. Ok. Pour avoir un ordre de grandeur, 2 millions, c'est combien de mètres cubes ? C'est 20 000 mètres cubes à peu près. 20 000 mètres cubes, ok. En fait, je voulais un ordre de grandeur, mais je ne sais pas du tout ce que ça représente. Mais 20 000 mètres cubes pour 2 millions d'euros. Alors, en fait, un camion, c'est 7 mètres cubes et demi. Donc voilà, donc ça doit faire 3 000 camions. 3 000 camions. 3 000 livraisons. Ok. Voilà. 3000 livraisons, ça fait 10 par jour, c'est ça non, plus, parce que tous les jours, c'est pas ouvert. Ouais. Ok. Un pas de côté qui a quand même duré entre 2007 et 2015, donc 8 ans. Toi, tu avais rejoint donc, l'aventure familiale en 2004. En parallèle de ce pas de côté, avec cette aventure, comment s'appelait la société ? Brico-Béton. Brico-Béton. Efficace. En parallèle, tu as aussi du coup lancé le site internet. Qu'est-ce qui a motivé ce virage digital pour As de Carreau ? Bon, le virage digital, je dirais pas un virage digital. C'était vraiment une activité qui à l'époque était très saisonnière et où on essayait d'avoir un petit peu plus de régularité dans l'activité. Donc je me suis dit ça peut être une bonne opportunité de créer un site internet qui te permettrait d'avoir peut-être 10% du chiffre d'affaires qui est fait de façon plus régulière et comme ça avoir une gestion plus fine de la société. On essaye quand même de le faire professionnellement. On recrute une webmaster expérimentée qui vient de la cure gourmande, qui connaît le métier, qui est toujours là d'ailleurs, et qui effectivement fait bien les choses. À l'époque, on est sur un CMS de type Shopify, alors qui s'appelait Power Boutique, qui n'existe plus aujourd'hui. Qui est devenu Oxatis, hein, c'est ça ? Voilà, ça a été racheté par Oxatis, et puis ça a disparu, ça a été fusionné dans Oxatis, au final. Mais si tu veux, ça nous permettait effectivement, en démarrant, de ne pas se préoccuper des sujets techniques, de se préoccuper surtout de l'offre produit, et donc on en parlera plus tard des aspects logistiques qui sont vraiment très importants dans notre métier. Donc voilà, ça démarre tout doucement. En 2010, on fait un énorme chiffre d'affaires d'à peu près 2 000 euros. Incroyable. On fait un x10 en 2011, donc 20 000, et de nouveau un x10 en 2012. Et donc là, effectivement, 2012, on fait à peu près 20% du chiffre d'affaires en e-commerce. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Sur ce qui avait commencé comme une petite pierre ajoutée à l'édifice. Une pierre ajoutée, une façon d'exploiter notre entrepôt, Alors, etc. Où se faisaient les autres 80%? C'était uniquement sur la boutique, sur le showroom de Pesnas. Ok, un seul showroom à cette époque. Un seul showroom à cette époque. Est-ce que tu remarques, alors j'imagine que oui, mais je te pose la question, une différence géographique du coup ? Parce que là, ton site, il adresse toute la France. Il adresse toute la France, et donc c'est clair comme de l'eau de roche. Notre clientèle, elle suit la démographie française, avec quand même une surpondération pour la région parisienne et l'Île-de-France. Donc là, vraiment, on n'est plus du tout dans le local. Ok. Aujourd'hui, vous faites près de 3,5 millions, c'est ça ? Alors, 4,5 millions sur le site. 4,5 millions, sur le site. On est donc là, tu m'avais dit 200 000 en 2013 à peu près. Une incroyable augmentation. On y reviendra tout à l'heure. Il y a pas mal de sujets. Vous avez notamment fait une migration sur PrestaShop tout récemment. À fait, oui, en 2020. Il y a quelques outils techno assez intéressants, notamment une prévisualisation live en réalité augmentée du carrelage que honnêtement je trouve assez bluffante, et je vous invite, on en parlera tout à l'heure, je vous invite à essayer, chers auditeurs. Avant ça, l'enjeu numéro 1 quand tu te lances sur le digital en 2010 et ces premières années, c'est la logistique. C'est la logistique, ça l'est toujours. Hein. Ouais. À l'époque, c'était l'enjeu, ça l'est toujours. On est sur un produit qui, nativement, n'est pas vraiment fait pour le e-commerce. C'est lourd, c'est fragile tant que c'est pas posé. Ça a une valeur au kilo
qui est extrêmement faible. Donc ça veut dire que quand tu vas expédier une palette, donc on le rappelle moyenne 340 kg, tu as entre 15 et 20% de ton prix de vente qui est du transport, qui est absorbé par ta charge de transport. Ok. Donc 15-20% de ton prix de vente. Ouais, tout à fait. Ok, tu vends pour 100 €, tu as 20 euros de transport. De transport. Ok. Donc, alors j'ai pas de métrique dans les autres secteurs, mais ce qui est certain, c'est que comme on a un panier moyen qui, bien sûr, est plus élevé que quelqu'un qui va vendre des livres, ça peut facilement déraper. 1%, ça représente vraiment beaucoup. 1% d'augmentation, ça représente vraiment beaucoup. Donc, on a développé une petite mécanique qui, en fonction du poids et du département de destination, nous adresse, nous dit, voilà, ben ça, c'est le transporteur le moins cher qui va être le plus intéressant. Donc, ça met automatiquement le transporteur qui est le plus intéressant. Donc, on essaye vraiment de gérer le coût au plus fin, de façon à pouvoir continuer à proposer des produits à des prix corrects. On n'est pas dans le discount, ça on en parlera aussi, on n'est vraiment pas dans cet état d'esprit. Donc à pouvoir proposer des produits à prix correct avec une prestation de transport correcte également et un prix de transport que l'on refacture dans certains cas, c'est-à-dire qu'on a un franco certes, hein, à partir d'un certain montant, on ne fait pas payer les frais de port, mais on est à 700 € de franco. On n'est pas à 69 € ou à 15 €. Et un panier moyen était combien ? On est un peu moins de 400 €. Ok. J'ai l'impression à chaque fois que j'ai fait des travaux d'avoir toujours dépensé plus que ça enfin, le 700 € me paraît pas déconnant, mais... Non, c'est pas déconnant. Mais si tu veux, par exemple, dans un showroom traditionnel, tu as une clientèle, surtout nous qui sommes dans un milieu semi-rural, semi-urbain, où les gens habitent dans des maisons individuelles qui sont assez spacieuses, avec beaucoup de salles de bain, des extérieurs. Donc, tu as des paniers moyens qui sont plus élevés. Tu vas vendre beaucoup de produits. Sur le site, on a une clientèle qui est plus sensible à la déco, plus urbaine. Quand on refait un appart à Paris, on est forcément sur une surface plus faible. Tu as une salle de bain de 2 mètres carrés. Tu as une petite salle de bain, une petite cuisine. En général, tu as du parquet, produit que nous, on ne vend pas aujourd'hui. Ok. Donc, tu as du parquet. Donc, forcément, tu es sur des volumes plus faibles. Tu vas peut-être plus faire l'effort sur le prix du produit en lui-même. Mais en tout cas, si tu es sur un panier moyen qui est plus faible. On est sur un panier moyen qui est 60% plus faible sur le site par rapport au showroom que l'on a dans le sud. Tu as en plus de l'éducation à faire, non, sur justement cette logistique. Alors, ça me paraît évident que de ne pas pouvoir me faire livrer du carrelage en 1 heure ou en 24 heures. Bien sûr. Il faut déséduquer. Les clients, qu'est-ce qu'ils attendent ? Il faut déséduquer dans le sens où c'est vrai qu'on a la logistique e-commerce est extrêmement efficace aujourd'hui. On arrive à être livré en moins de 24 heures. Mais notre produit, nous, il ne voyage pas par UPS. UPS ou DHL, c'est 30 kg maximum. Nous, 30 kg, c'est 1,5 boîte de carrelage. Donc forcément, c'est sur palette. C'est forcément une prise de rendez-vous avec le client sur un créneau horaire qui va être assez large et une dépose de la commande au pied du camion ou en tout cas au pied de l'immeuble ou au pied de la maison. Et on ne va pas le rentrer dans la pièce, on ne va pas le manipuler, etc. Puisqu'on a quand même les chauffeurs ont quand même ils doivent se livrer d'autres clients. Ouais. Hein. Donc ça veut dire que sur le site, on essaie d'expliquer au maximum comment ça va se passer, tout en essayant d'être le moins anxiogène possible, parce que comme on est effectivement éduqué à avoir une livraison simple, facile et rapide, si moi je commence à dire à mes clients, attention, il va falloir que vous preniez un jour de congé, on va vous appeler 3 jours avant pour la prise de rendez-vous, etc. Ça commence à coincer un petit peu. D'autre part, notre délai de préparation, nous, il n'est pas immédiat. Si tu veux, il y a certains sites, quand tu achètes quelque chose, 2 heures après ou 1 heure après, tu reçois un petit SMS ou un mail, votre commande est en préparation, votre commande est partie. Nous, on a 2 types de produits. On a des produits que l'on a en stock physiquement dans nos entrepôts et des produits qu'il faut que l'on commande dans nos fournisseurs. Nos fournisseurs sont majoritairement en Espagne et en Italie.
Donc un produit que l'on a en entrepôt, on met en moyenne 3 jours pour le préparer. Pourquoi ? Parce que une préparation de commande, donc c'est 17 boîtes en moyenne, donc c'est 340 kilos à bouger. C'est pas juste j'amène mon chariot de picking, je mets mon truc, mon produit sur le chariot, puis je vais le mettre dans une petite boîte. Un préparateur, un bon gars, il va faire 20 à 25 commandes par jour. Ok. On a une grosse dizaine de préparateurs. Sur la semaine, en grand maximum, on est capable de faire 400 commandes par jour. Ouais. Donc c'est pareil, 400 palettes de 340 kilos en moyenne. Ouais, tout à fait, ouais, ça fait du poids. Et je reviens sur ces produits que l'on doit commander à nos fournisseurs. Là, on est sur des délais de 3 à 4 semaines. Ok, donc il y a un peu d'éducation à faire certainement. Comment est-ce que le vivent les clients ? Alors, on est transparent, hein. C'est-à-dire que tu peux pas nous dire on vous m'avez pas prévenu. C'est vraiment écrit en gros, attention, là c'est 28 jours de délai, là c'est plutôt 15 jours, etc. Mais ma question peut-être un peu naïve ou de néophyte, c'est un enjeu ou c'est accepté dans le milieu que... Alors non, c'est un enjeu. Okay. C'est un enjeu et c'est vraiment un point sur lequel on a le devoir de s'améliorer parce que on pourrait se dire, allez, on va éduquer le client au fait que la logistique du carrelage, elle est lourde, elle est longue, elle est lente, et donc il faut qu'il s'y prenne beaucoup plus en avant. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Quand tu fais un chantier, tu t'occupes un peu de tout, et puis une semaine avant, tu dis « Merde, le carrelage !» et tu cours partout pour trouver du carrelage. Donc c'est à nous à trouver les moyens d'être plus réactif, d'être un peu plus avoir un niveau de service un petit peu différent. C'est la raison pour laquelle en 2020, on n'en a pas parlé en préparation, mais on a ouvert un autre entrepôt à Rungis qui est encore en phase de test, en phase un petit peu de prototypage, où on a, on va dire, le 2080 en stock. Pour l'instant, il ne prépare pas de commandes dites de contre-marque, c'est-à-dire où on est obligé de commander aux fournisseurs, etc. Ça, c'est toujours fait à notre entrepôt à Pézenas. Mais l'idée, c'est quoi ? On a 65% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur l'Île-de-France et les régions connexes à l'Île-de-France. On sait qu'une commande préparée, elle ne voyage pas bien. C'est-à-dire que si elle part de Pézenas pour aller, je ne sais pas moi, à Brest, elle va partir de Pézenas. Elle va aller à l'entrepôt, on va dire, de Jeffco, pour ne pas les nommer, à Montpellier. Puis, donc, elle va être déchargée, un risque. Elle va être rechargée dans un camion, deuxième risque. Elle va être déchargée peut-être à Toulouse. Puis ensuite, de redécharger à Nantes, puis etc., etc. Plus il y a de rupture de charge, plus on crée de risques de casse, de litige avec le client et d'insatisfaction du client. Donc, la démarche que l'on a, c'est de se dire... Stockons au plus près de nos clients la marchandise en gros, en masse. Là, il n'y a pas de risque de casse. Préparons-la au plus près du client et livrons-la et faisons en sorte que la livraison soit la plus directe possible. On a testé, je pense qu'on reviendra, on retestera avec eux. On a testé l'an dernier, pendant justement le Covid, Trusk, qui est donc de la livraison. Ils viennent à l'entrepôt, ils livrent directement le client. Et c'est certain que c'est un surcoût très important par rapport à une livraison classique, mais en tout cas, l'expérience client, elle est totalement différente. On parlait des délais de livraison. Potentiellement, avec un acteur comme Trusk ou MyTroopers ou d'autres. Trusk, qui était un super épisode du panier, chers auditeurs, l'épisode numéro 13, avec Thomas, qui revient bientôt faire un catch-up, donc je vous invite à écouter. On peut très bien imaginer que un client qui m'appelle le matin à 10h, qui me dit « j'ai besoin en urgence de 10 mètres carrés, si j'ai ce produit à mon entrepôt à Rungis, Trusk peut venir à 14h et les livrer à 15h. » On peut l'imaginer. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est une innovation une innovation d'usage, pardon, tout à fait. Qui peut te différencier, ou en tout cas te. Mais alors, justement, ça m'amène au sujet suivant, et deux sujets parce qu'on parle de l'acheteur depuis tout à l'heure. J'aimerais savoir comment est le marché, qui est ton acheteur, B2C, B2B, éventuellement ambassadeur, je sais pas, un archi, tu vois. Et deux, justement le marché et la concurrence. Commençons par peut-être ta cible et ton cœur de cible. Toi, tu t'adresses principalement à du particulier ?
Plutôt à du particulier. Ok. Ouais, plutôt à du particulier. On perçoit de plus en plus de professionnels qui viennent vers nous. Il y a différentes raisons à cela, mais plutôt le particulier à projet, le particulier qui va être plutôt sensible à des éléments de décoration. Nous, notre objectif, c'est de... Si tu veux, le marché, il est assez fragmenté aujourd'hui. Hein. Tu as plutôt des gros acteurs comme Leroy, la GSB, des réseaux de distribution de matériaux de type Point P, et puis des acteurs spécialistes comme nous. On veut essayer de faire passer le carrelage du matériau de construction vers l'objet de décoration. Donc ça veut dire que c'est tout un travail, et on n'est pas les seuls à le faire, heureusement, mais c'est tout un travail sur l'inspirationnel, donc on travaille pas mal sur Pinterest, sur Instagram, etc., pour vraiment apporter cet aspect-là. Je pense que c'est en train de shifter vraiment fortement. Et donc ça, c'est plutôt bien. Même des gros acteurs s'y mettent. Donc moi, je suis assez content que le marché aille dans ce sens. Et donc, ça permet justement de vendre autre chose, effectivement, que du carreau de chantier tout bête, qui n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ok. Tu fais quand même un shift, un move. Comment est-ce que tu traites ta clientèle B2B ? Aujourd'hui, on la traite pas forcément très bien. C'est un sujet qu'on est en train d'adresser. Parce que tu as plus de rebuy, j'imagine, de réachat. Tu fais pas de salle de bain tous les jours. Tout à fait. Non, tu as tout compris. On est dans un secteur où le taux de réachat est assez long. Un client, une fois qu'on l'a eu ou qu'on l'a perdu, c'est pour pas mal de temps. Donc, si on veut essayer de travailler de la récurrence, c'est sur les professionnels qu'on va le faire. On a 2 types de professionnels. On a plutôt le professionnel prescripteur de type archi, de type décorateur, qui lui va être là pour faire un pré-choix et ensuite va dire à son client, regardez ce que j'ai trouvé chez As de Carreau, qui pourrait très bien aller chez vous. Et après, c'est le client qui achète ou l'entreprise qui achète. Et l'autre professionnel type, c'est effectivement l'entreprise qui va poser. Donc, en travaillant ces deux axes-là, on peut arriver progressivement à avoir cette récurrence qui nous manque aujourd'hui dans ce métier. Ok. On parle de concurrence, j'aimerais aussi comprendre un peu le marché, la France versus peut-être d'autres pays que tu regardes. Quel est le niveau de maturité sur l'achat en ligne ? Sur l'achat en ligne, en France, on est un petit peu en retard par rapport à des pays comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne. Effectivement, le time to market est pas forcément encore là. Moi, je pense que ça va se développer dans les années qui viennent. En Angleterre, le réseau, et en Allemagne, les réseaux de transport sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire que moi, je vois des acteurs du e-commerce, même des pure players. Il y a très peu de pure players en France sur ce secteur-là. Il y en a en Angleterre. Ils proposent de la livraison en 24 heures. Sur du carrelage, sur des volumes tradis. Okay. Le samedi, etc. Okay. Les lois sociales ne sont pas les mêmes. Les lois dans le transport ne sont pas les mêmes. On est bien d'accord. Ça se fait souvent au détriment, effectivement, des livreurs, malheureusement. Mais voilà, il y a un réseau qui est beaucoup plus, on va dire, dans l'efficacité, dans la recherche d'efficacité. Donc, il y a certains freins qui sont levés. Ça, c'est certain. Ok, donc des progrès à faire en France. Donc des progrès à faire en France. Tu sais, c'est un marché qui fait à peu près entre 1,5 milliard et 2 milliards par an, le marché du carrelage. Il n'y a pas de chiffre précis sur le marché du commerce en ligne, mais moi je l'évalue à 30-40 millions, peut-être 50, grand maximum. Grand maximum aujourd'hui. Grand maximum. Donc une belle marge de progression pour des acteurs efficaces et qui... Tout à fait. Donc moi je pense qu'il y a peut-être effectivement un time to market, il ne faut pas peut-être trop se précipiter. Il y a quand même aussi de la part des acteurs présents et à venir. Et je pense que le Covid aura ouvert les yeux à certains distributeurs pour leur faire comprendre qu'il faut peut-être s'y mettre. Il y a une évangélisation donc sur justement cette façon de livrer qui est un petit peu différente, sur le produit que tu ne vois pas mais que tu peux quand même, on en parlera, nous on envoie beaucoup d'échantillons, donc ça permet de faire un levier de conversion très fort, et voilà, donc il y a tout cet effort à faire. Alors
Moi, je veux bien le faire, mais j'aimerais bien que tout le monde le fasse en même temps que moi. Je voudrais pas, si tu veux, avoir le dilemme le dilemme de l'innovateur où tu fais tous les efforts et puis c'est les copains à côté qui en profitent. Donc, mais tout le monde fait cet effort. Il y a des acteurs qui vraiment. Donc la concurrence sur le e-commerce, elle est faite par des acteurs un peu comme nous, des gens qui ont un ou plusieurs showrooms et qui ont créé un site internet, qui l'ont bien fait. Il y en a qui le font pas bien, mais il y en a qui le font très bien. Et puis ça fonctionne. Donc voilà, avec ces acteurs-là, il faut qu'on évangélise un petit peu et que. T'as parlé du Covid en disant que ça changeait un peu les états d'esprit, les mœurs, les habitudes. Il y a eu une grosse accélération sur la construction de BTP pendant le Covid, après le Covid. Pendant, après, toujours. Ça a été effectivement, donc le 16 mars, on se pose des questions. Le 17 mars, on se dit qu'est-ce qu'on fait des budgets, Google Ads et autres. On les maintient. Et effectivement, à partir du 25 mars, ça commence à vraiment exploser. Grosso modo x3. Période du Covid x3 par rapport à un mois normal. Ça retombe un peu après le 11 mai, après l'ouverture, mais ça continue quand même à être sur des dynamiques vraiment très très fortes. Alors, si on regarde ça comme ça, en le disant de cette façon, on se dit ouais, super. Sauf que on est dans une activité quand même où nous, on devient progressivement des logisticiens, mais avec une courbe d'apprentissage très, très lente. Et quand tu passes de 1 à 3 d'un mois sur l'autre, tu le fais pas avec énormément de souffrance. Ouais. Donc avec des équipes qui tiennent le coup, mais qui se fatiguent et on sent, même je trouve encore, on sent qu'il y a que la fatigue post-Covid, elle est toujours là, en fait. Tu as une tension qui a été créée, ça a mis sous tension toutes les équipes, et cette mise sous tension, elle est toujours là, même un an après. Alors parce que effectivement, on est quand même toujours en croissance globalement, mais ce que je vois, c'est que aujourd'hui, per capita, par collaborateur, on fait un chiffre d'affaires qui est plus ou moins identique à l'année dernière. Alors, on a plus de collaborateurs. Donc, logiquement, la charge de travail, elle est plutôt linéaire, identique. Ouais. Et pourtant, je sens beaucoup plus de tension. Je sens beaucoup plus de... Voilà, donc, c'est hyper intéressant. On a des sujets similaires. On fait une belle croissance cette année. Nous, on clôt en juin. Donc, dans un mois, chers auditeurs, on enregistre le 19 mai. Donc, dans un mois, j'aurai mes chiffres sur Cosa Vostra. Mais une belle croissance, mais qui s'est fait... Alors, grâce au Covid, parce que beaucoup de marques ont accéléré sur le digital, mais plus rapidement que les embauches. Et il y a une tension très très forte qui se fait sur les équipes. Beaucoup de fatigue, on le sent. On a même ralenti sur le commercial, on ne fait plus d'appels d'offres, tu vois. Mais cette tension, on la sent. Et ce rapport que tu as là de CA per capita, effectivement, il est... Nous, c'est de la production, puisqu'on produit. Il est à peu près similaire, j'y réfléchis maintenant, mais à ce qu'on faisait il y a un an. Ouais, il y a quand même plus de charges. Mais il y a cette tension et cette fatigue qui s'est installée. On a tous besoin d'un bon été de repos. En fait, j'ai l'impression que les collaborateurs n'ont pas senti si tu veux, de relâchement. Il n'y a pas eu ça y est, c'est fini, on repart sur... La tension est toujours présente. Alors c'est vrai que il y a eu des reconfinements successifs, donc ça vient rajouter. Là, les intérêts composés, ils sont dans le mauvais sens, quoi. On enregistre le 19 mai, je vous l'ai dit, chers auditeurs, c'est le jour de la réouverture des terrasses. Et déjà hier soir, j'ai bu mon café ce matin. Tu as bu ton café ce matin en terrasse et j'entendais des collaborateurs hier qui s'organisaient déjà un apéro ce soir, demain, après-demain. Ça va faire du bien. Je reviens à nos moutons. Donc accélération pendant le Covid, des enjeux sur la pro ou pas ? Pas trop. Ok. Le BTP n'a pas été en dehors du premier confinement. Voilà. Ensuite, vous avez eu carte blanche. On a eu plus des problèmes de livraison parce qu'effectivement les réseaux de distribution étaient plutôt focalisés sur le médical et l'alimentaire, forcément, avec des capacités moindres puisqu'il y avait des chauffeurs soit qui avaient le Covid, soit qui étaient en chômage partiel, etc. Donc c'était plutôt de chez nous vers le client qu'on avait un petit peu plus de difficultés. Mais l'approvisionnement
Je crois qu'en Espagne, en Italie, les usines ont fermé 3-4 jours. Et puis c'est reparti normalement. Très bien. L'échantillonnage, toucher, voir, j'allais dire sentir, non, mais en tout cas toucher, voir du carrelage, c'est important. Vous aviez un showroom dans le sud, vous avez ouvert récemment un showroom à Paris. Tout à fait. Vous envoyez une quinzaine de milliers d'échantillons par an. Quelle est l'approche, le retour, ton apprentissage sur le sujet ? Alors, tout d'abord sur l'échantillon, c'est un sujet qui est hyper important dans le sens où c'est notre investissement en marketing le plus rentable, si on raisonne comme ça. Donc nous, on fait payer l'expédition d'échantillons que l'on rembourse à la première commande. Donc au final, si tu réfléchis en termes les frais de collaborateurs, etc., c'est une activité qui nous coûte de l'argent. Mais en fait, c'est pas vraiment une activité. Notre métier, c'est pas de vendre des échantillons. Hein. Une partie de notre chiffre d'affaires, c'est des échantillons. Mais notre métier, c'est pas ça. Donc ça, pour moi, c'est notre investissement en marketing le plus rentable. On a un taux de conversion de 40%. Sur 100 échantillons, non pas 100 échantillons, sur 100 envois d'échantillons, il y a 40 clients qui commandent. Quel est le panier moyen ? 300, un peu moins de 400 €. Donc tu es à 1 euro du kilo en moyenne, mine de rien ? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ok. Tout à fait. Quand je te disais que ça coûte pas cher au kilo, ça coûte pas cher au kilo. Ok, sur 100 envois d'échantillons, tu as 40 commandes. Toi qui as été DAF, du coup, c'est marrant d'avoir été DAF après avoir fait de l'ERP. Ouais, mais c'était un DAF très élargi en fait. C'était une sorte de DG adjoint, un bras droit, DAF. Directeur des ops. Du coup, j'imagine que tu as une compta, ou en tout cas, tu aimes bien les chiffres, une vision analytique. Tu sais combien ça te coûte d'envoyer un échantillon ? Oui, ça me coûte 17 € à peu près. Main-d'œuvre, matière première, envoi. Ouais. Ça te coûte 17 €. Ouais. Donc sur 17 €, tu vas récupérer, tu m'as dit 40%, c'est ça 40%, 40% de commandes. Donc c'est un investissement c'est un coût de 100 000 € à peu près par an. Oui, puisque tu m'as dit 15 000 échantillons. Ouais. Non, c'est pas 17 €, c'est 7 €, excuse-moi. 7 €, ok. Oui. J'étais à 255 000. Voilà. Donc 7 € d'envoyer un échantillon et donc 15 000 envois. 15 000 envois. Ça veut dire que tu fais, tu m'as dit, quel taux de transfo ? 40%. 40% fois 370. Hein. Bah, c'est bien. Ah oui, non, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, mon calcul, en gros, fait que ça te rapporte 2 millions, 2 millions de commandes. C'est ça. Ouais. Donc, pour 100 000 € d'investis, homme, charge, matériel, tu sors 2 millions de... D'où l'importance de bien traiter ça, parce que d'une part, si tu livres pas vite l'échantillon, et si tu ne le livres pas dans de bonnes conditions, le premier contact que le client va avoir avec toi va pas être bon. Donc, derrière, ça va influer négativement sur ton taux de conversion. Donc, c'est un sujet que l'on travaille. On a mis en place toute une procédure logistique pour accélérer la préparation. On essaye d'envoyer les échantillons dans des boîtes un petit peu jolies pour que, justement, ce soit un premier contact sympa. Ok. Je suis sur la page d'accueil, c'est pas une évidence, c'est en bas de page avec les éléments de réassurance. Alors, tu l'as surtout sur les fiches produits. Ouais, sur les fiches produits. Commander un échantillon, je l'ai. Ok. 15 000 échantillons. Et donc ça, c'est sur la partie échantillon. Ensuite, il y a la partie showroom. Vous avez ouvert un showroom à Paris. Absolument. Donc on a ouvert un showroom à Paris, mais qui n'a rien à voir avec un showroom traditionnel. Déjà, moi j'ai l'habitude de dire que je suis pas du métier. Ça fait 15 ans que je travaille là-dedans, mais je suis pas du métier. Oui, enfin si on envoie ton expérience passée, on peut comprendre. On peut comprendre, je suis pas du métier, si tu veux. Et d'ailleurs, même quand je recrute, j'essaie de recruter des gens qui sont pas du métier et leur apporter un petit peu ce que nous. Et donc on a essayé de faire un showroom qui ressemble pas à un showroom de carrelage et qui soit en fait l'extension physique de notre site, puisqu'en fait la quasi-totalité des clients qui viennent nous disent « Ah tiens, j'ai vu ça sur votre site, je voudrais le voir en vrai ». Donc on est vraiment là, voilà, sur l'omnicanalité. On est parti de showroom classique, on a senti le besoin de créer un site internet, et le site internet nous a fait créer un showroom, mais qui vraiment c'est dédié à lui. Et d'ailleurs les conseillers qui sont dans le showroom à Paris, ils sont rattachés à l'équipe e-commerce.
Ouais, c'est intéressant. Voilà, ils ne sont pas du tout C'est un rattachés prisme au retail. très spécifique. Ouais, tout à fait. Et puis la boucle est bouclée. Showroom, site internet, showroom, et cette fois dédié au site internet. Tu as senti... Vous l'avez ouvert quand, celui de Paris ? En mars 2019. En mars 2019, ça fait exactement 2 ans. 1 an effectif, quoi. Très compliqué. Ouais. Gilets jaunes, les grèves du transport, les grèves de la retraite sur la retraite, Puis le Covid, évidemment. Ouais. Non, oui, c'était... Mais ma question est la suivante. Est-ce que tu as senti, est-ce que tu peux quantifier, qualifier sa participation aux ventes en ligne, du coup ? Alors, depuis son ouverture, tu m'avais dit tout à l'heure, je le redis, chers auditeurs, mais 65% du CA en Ile-de-France et périphérie. Voilà, alors c'est Ile-de-France et les régions connexes, donc le Nord. On va dire que l'Ile-de-France, avant le showroom, on était dans les 36%. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 41-42%. Tu as gagné 5 points. Tu as gagné 5 points sur le volume total. Qui, en partie, peuvent être, c'est pas grave, peuvent être attribués. En tout cas, il a contribué à. En tout cas, il a contribué. Alors, le showroom en lui-même, si tu veux, on a commencé un petit peu à suivre au niveau des ventes du site qui était venu au showroom et qui n'était pas venu. Parce que le showroom en lui-même fait des ventes. C'est un petit peu plus qu'un showroom, puisque les conseillers sont là aussi pour prendre des commandes. Mais si tu veux, je me disais, je m'attendais à un petit peu plus de ventes sur site. Et en fait, on se rend compte qu'en traçant les commandes du site, on a pas mal de gens qui sont passés sur le showroom. Ok, intéressant. C'est de la réassurance ? Je pense que c'est de la réassurance. Okay. Ouais. Les gens viennent déjà un petit peu avec leur choix de fait, ils viennent juste confirmer le choix. Parfait, on est sur les leviers. J'aimerais justement continuer sur cette voie pour comprendre un peu quels sont tes leviers pour aller chercher des nouveaux clients. Le site internet, au début, tu m'as dit que c'était très bouche à oreille, en tout cas pas de... C'était bouche à oreille, c'était très... on travaillait pas mal le référencement naturel. Et le référencement payant, on a vraiment commencé qu'en 2018. Pourquoi ? Alors, pourquoi si tard ou pourquoi si tôt ? Je sais pas. Pourquoi ? Parce que déjà en 2017-2018, on a constaté un petit plateau. Donc on s'est dit, on est peut-être on a peut-être suroptimisé donc le référencement naturel. Parallèlement, donc pour rappel, on est à Pézenas, c'est super, mais la communauté e-commerce à Pézenas, elle est assez petite. Il y a un acteur, c'est As de Carreau. Non, il y en a certainement d'autres, mais voilà, c'est assez réduit. Donc moi, à partir de 2017, j'ai commencé à venir à Paris, à participer à des événements, le e-commerce connect, j'ai participé au CRMM à Cannes, j'ai fait une paire de Big Boss, etc. Et en fait, quand tu participes pour la première fois à ces événements, tu te dis « Ah ouais, d'accord. Ah, ça, on peut faire ça aussi. Ah, mais toi, tu fais ça comme ça, et c'est mieux, effectivement. » C'est un enseignement, ça. Hein. Ouais. Aller parler à sa concurrence, ou en tout cas la rencontrer pour savoir... C'est clair. C'est clair que ça nous a ouvert... pas mal, ça nous a nettoyé un petit peu le cerveau, ça te fait te rendre compte qu'il y a des possibilités que tu n'exploites pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer tous azimuts dans toutes les nouvelles techniques de marketing, d'outils, etc. Mais en tout cas, ça t'ouvre un petit peu le champ des possibles. Et donc du coup, on a trouvé une agence SEA qui nous gère les Google Ads, qui nous gère Facebook également, et Bing. On a trouvé d'autres prestataires sur... Quel niveau d'achat média aujourd'hui ? Alors, question, tu parles juste Google, Facebook, on est sur un peu moins de 200 000 euros par an. Ok. Tu arrives à le tracer ? On arrive à le tracer, on a quelques petits problèmes techniques de remontée de commandes, mais qui sont juste des problèmes. Et puis l'attribution n'est pas toujours évidente entre le premier clic et le dernier clic. Mais tout à fait. Ok. Tout à fait. Alors c'est la première fois que je reçois un invité qui est sur House, donc je serais très heureux que tu m'en parles. Je vois que vous êtes sur Pinterest, Instagram, voilà tous les trucs tradis, mais enfin on peut parler de Pinterest, c'est intéressant, surtout dans la déco. Mais House aussi, je serais curieux de savoir comment vous l'utilisez, comment ça marche. On l'utilise pas, à vrai dire. On l'a utilisé au tout début, que House s'est implanté en France. On l'a pas mal utilisé. On n'a pas senti, si tu veux, d'engagement. Enfin, on a senti beaucoup moins d'engagement par rapport à d'autres canaux. Ok.
Ok, peut-être que c'est une question de maturité en France. Chers auditeurs, si vous ne connaissez pas, mais je suis certain que vous connaissez parce que vous êtes des gens formidables, mais House s'écrit HOU2Z.com, enfin .fr en l'occurrence, mais une sorte de place de marché d'acteurs autour de la déco, construction, rénovation. Ils ne vendent rien, mais ils mettent en avant. C'est ça. Et on trouve parfois aussi des inspirations, donc c'est assez intéressant. Donc pour l'instant... Pour l'instant, alors... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé avec eux, mais voilà, pour l'instant, on n'est pas très actif dessus. Plus actif sur Insta, sur Pinterest également. Pinterest, comment est-ce que vous l'utilisez ? Alors Pinterest, c'est une très grosse source de trafic. D'accord ? C'est pas une grosse source de conversion, mais c'est une grosse source de trafic. Donc ça fait de la notoriété. Ça fait de la notoriété. Ok, quitte à la travailler ensuite sur... Absolument. Donc, on va tester d'ici peu les Pinterest Ads, donc pour voir un petit peu ce que ça donne, mais voilà, c'est... c'est uniquement la notoriété. Du SIA, du SEO. Le SEO, comment est-ce que vous le travaillez ? Tu m'as dit que vous aviez atteint un plateau, c'est beau. Donc, on a atteint un plateau, mais on continue quand même de le travailler avec une agence qui... donc, on travaille tout en fait, le SEO, la technique, le rédactionnel et le linking. Faut le travailler de façon assez équilibrée. Si tu mets trop l'accent sur un et pas assez sur les deux autres, tu déséquilibres un petit peu ton référencement naturel et ça, c'est pas forcément profitable. Donc avec l'agence, on travaille de façon très progressive. On essaye de pas mettre d'accélérateur, de pas mettre de coup d'accélérateur, parce que l'agence nous le confirme, c'est pas très productif en fait. Il ne faut pas s'amuser, mettre un gros budget sur la table, faire 200 liens et 50 articles de blog par mois, parce que l'algorithme de Google n'est pas idiot et il comprend bien que tu fais des efforts pour l'amadouer. Ouais, c'est ça. C'est un travail de longue haleine. Exactement. Et dernière brique intéressante sur les leviers d'acquisition, c'est les RP, les relations presse, que tu testes depuis peu avec Thomas qui t'a mis en relation, qui a fait du bon boulot du coup, parce que je n'accepte pas souvent. Mais là, l'histoire était intéressante. Raconte-moi un peu. Alors, pourquoi, comment. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais exploré. Et je pense donc que dans cet effort justement d'évangélisation, c'est important qu'on travaille beaucoup la notoriété de la marque et la notoriété du secteur au sens large. De façon que j'arrive pas à m'expliquer, c'est par exemple, tu vas pouvoir me citer très facilement des marques de robinetterie, des marques de sanitaire. Si je te dis Jacob de Lafont, si je te dis Villeroy et Boch, peut-être. Ça va te parler. Je suis peut-être pas un expert, mais d'or de gros, j'en connais pas. Si je te parle Groé, voilà. On va dire que si tu fais un test sur 100 personnes, tu as bien 80 personnes qui vont te dire oui. Si je te demande de me citer une marque de carrelage... Impossible. C'est impossible. Mais elles existent ? Il y a des... Alors non, il n'y a pas des marques de carrelage. Il y a des fabricants de carrelage. Ok. Certains fabricants commencent à faire l'effort de travailler leur marque. Instagram a beaucoup aidé à cette prise de conscience. Et donc, certaines marques travaillent la marque. Tu as... Des marques qui sont sur des micro-marchés qui sont connus, mais connus de qui ? Des architectes et des décorateurs. Pas du grand public. Donc, ce marché-là, au niveau du grand public, il n'est pas du tout adressé. Donc, voilà, cet effort dans les RP, pour moi, il est aussi dans cette démarche-là, de faire connaître le secteur, tout simplement. Les grands distributeurs ont leur propre marque ? Ou même pas ? Alors oui, ils ont leur propre marque, mais ils ont leur propre marque pour une raison simple et unique, c'est pour éviter la comparaison. Ok, d'accord. Mais c'est du MDD ? C'est du MDD. Marque de distributeur, c'est-à-dire qu'ils prennent un distributeur, ils mettent leur logo dessus, quoi. Ils appellent 3 fabricants, ils disent voilà, je veux ça, comme ça, et tu mets mon carton avec mon produit. Sachant que si tu prends par exemple, je crois que c'est Castorama, ils ont une marque qui leur est propre, mais ça ne s'appelle pas Castorama. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, je crois que c'est Colors ou un truc comme ça. Mais ça ne s'appelle pas Castorama. Idem pour Leroy. S'ils ont des marques à eux, ça ne s'appelle pas Leroy Merlin.
Ok. Ça n'est là uniquement que pour éviter que quelqu'un vienne chez moi et me dise tiens, vous auriez ce produit-là, moins cher éventuellement. Ouais. Donc voilà, ça sert justement à éviter ça. Mais c'est intéressant, donc ta motivation, c'est de créer une marque autour de As des carreaux, d'en faire une marque plus connue. Tout à fait. Alors je dis As de carreaux, mais ton showroom à Paris s'appelle Uptile. Oui. Pourquoi ? Alors, il y avait dans l'idée de se dire, si demain on a une opportunité, on n'est pas encore dans cette perspective, mais si demain on a une opportunité de se développer à l'international, Ace of Diamond, ça veut strictement rien dire en anglais. Donc, on a essayé de trouver une marque qui soit avec une consonance un peu plus anglo-saxonne, un petit peu plus compréhensible. Tile, c'est le carrelage. Donc, ça a du sens, voilà, Tile. Ouais. Tout à fait. D'autre part, le showroom que l'on a créé à Paris, pour moi, c'est un prototype. Dans notre développement futur, je vois pas comment on pourrait faire. On pourrait, bien sûr, mais si on veut vraiment bien accélérer, l'idée, c'est d'avoir ce prototype de showroom déployé dans plusieurs villes de France. Et tu vas parler d'international ? Et éventuellement en international. Court terme, moyen terme, long terme ? Plutôt moyen terme. Okay. Plutôt moyen terme. De façon, justement, c'est ce qu'on disait, à faire de la réassurance, à ne serait-ce que de donner un ancrage physique et géographique à un site internet, ça apporte toujours un plus. Donc, des showrooms, éventuellement des entrepôts, toujours pareil dans ce que je disais, d'amener la marchandise au plus près du client pour éviter qu'elle ne voyage de trop et qu'il y ait trop de rupture de charge. Très intéressant, le temps file et j'aimerais parler un tout petit peu de techno. 2-3 points rapidement, mais vous avez toujours tout fait en interne. Vous avez récemment migré de ce CMS historique que vous aviez qui était Power Boutique racheté par Oxatis à PrestaShop. J'aimerais comprendre un peu comment s'est passée cette migration. Si tu as des apprentissages, des insights à nous donner. Et un autre détail, alors vous n'avez rien inventé, mais j'ai trouvé l'expérience bluffante, je l'ai dit tout à l'heure, sur de la projection en réalité virtuelle avec un outil qui s'appelle Roomvo, que je vous invite à essayer, chers auditeurs. Je vous donnerai un exemple de carrelage sur le site à essayer. La migration, pourquoi ? Alors la migration, pourquoi ? Donc Power Boutique, c'était un CMS SaaS de type Shopify avec beaucoup de limites et qui de toute façon allait s'éteindre avec le rachat d'Oxatis. Donc on voulait avoir un petit peu plus la main sur notre CMS. Le choix de PrestaShop s'est fait avec de façon assez naturelle au final. Produit français, open source, donc voilà, on ne s'est pas trop posé de questions. On en a parlé auparavant avec l'agence qui nous fait le SEO, avec Digimood. Et donc voilà, donc ça s'est fait de façon assez naturelle. La migration en elle-même, si j'ai un conseil à donner pour des e-commerçants de notre taille, nous on est des nains, des petits e-commerçants, il ne faut pas le prendre à la légère. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il faut recruter quelqu'un qui ne s'occupe que de ça. Il ne faut pas se dire, il y a l'agence, ils vont s'en occuper, puis nous on fera ça quand on aura le temps. Non, il faut quelqu'un à temps complet pour s'occuper de la migration. C'est pas négociable. Je te remercie. Je te remercie. Non mais je te dis ça parce que nous, de l'autre côté de la table, alors là j'ai ma casquette d'agence, une migration c'est complexe, c'est un enjeu, c'est long. Avant d'ouvrir le capot et de te lancer dans ta migration, tu sais jamais vraiment ce que tu vas trouver. Donc tu fais des estimations en amont, mais il y a beaucoup de travail à faire de notre côté, du côté du client. Et les migrations qui se passent le mieux sont effectivement celles où on a bien compris l'enjeu, la charge. Je dis de l'autre côté de la table, mais on dit toujours qu'on est du même côté parce qu'on avance dans la même direction. On regarde dans la même direction, mais oui, c'est un très bon conseil. Je plus sois. Je te remercie de le dire. C'est fondamental. Et alors, si en plus tu es un e-commerçant encore plus important que nous, je vois pas comment tu peux faire autrement que d'avoir une ou plusieurs personnes dédiées à 100% à ça. Où ont été les points de friction, les écueils ? Partout. Partout, parce qu'au final, chaque point n'est pas très compliqué, très complexe, mais quand tu n'accordes pas le temps et le focus nécessaire à la résolution de ces points, tu te retrouves avec des problèmes qui s'accumulent, quoi. Donc l'interface avec l'ERP, la reprise de certaines données, la mise en œuvre
de la notion d'échantillonnage. Nous, on a une particularité qui est qu'on vend effectivement des boîtes, mais on facture des mètres carrés, et une boîte n'est pas forcément 1 mètre carré, donc il y a toute une petite mécanique à mettre en place. Donc voilà, il y a tout qui est... Puis bien sûr, tu as tendance à être gourmand quand tu fais une migration, tu dis « Ah, mais là, maintenant, on va pouvoir faire ça comme ça. » On va le faire avec la migration. Et ça te rajoute du temps, ça te rajoute de la complexité. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré plus d'1 an. Plus d'1 an. Et tu sais combien ça vous a coûté? Ça nous a coûté... en frais d'agence, ça ne nous a pas coûté très cher. Ça a dû nous coûter 30 000 euros. En perte de chiffre d'affaires, ça nous a coûté beaucoup plus cher. Ok. À quoi tu attribues les 2 mois qui ont suivi le Go Live, on a perdu à peu près 30% de chiffre d'affaires. Par rapport je réfléchis toujours à N-1. Ouais. Dû à quoi? Dû à un go live peut-être forcé, à beaucoup de paramètres. Mais ce sera plutôt côté client en ergo, front-end? C'est plutôt front-end, ouais. Okay. Plutôt front-end, ouais. Ensuite, on fait des postulats. C'est aussi perte de référencement naturel, qui est toujours normal quand tu fais un changement de CMS, mais qu'on avait pourtant anticipé, je pensais de façon correcte, mais il y a eu quand même un impact assez fort. Pour une boutique qui fait 4,5 millions par an, tu l'as senti passer. Oui. Ouais. À ne vraiment pas prendre à la légère une migration. C'est un travail de longue haleine, avec une belle charge en interne. Il faut aussi... puis ça a un coût, hein, en vrai. Redécorer une boutique physique qui ferait 4,5 millions par an coûterait, si ce n'est autant, certainement beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Intéressant. C'est des sujets qu'on traite assez régulièrement et c'est toujours un enjeu hyper intéressant, mais toujours un réel enjeu. Donc ton apprentissage et ton premier insight, c'est y consacrer en interne une ressource full-time, en tout cas le temps de faire ça. Oui, il faut recruter quelqu'un d'expérimenté. Pour faire cette migration. Qui fasse du full-time que sur ça. Pourquoi PrestaShop? Dans PrestaShop, parce que c'est un système ouvert. Moi, je te disais, c'est un CMS français, donc ça a eu son importance dans le choix. CMS conseillé par l'agence, donc voilà, ça... Super CMS, on en parlera bientôt sur le panier. Ils viennent parler des enjeux futurs des places de marché. Je vous invite à surveiller le flux pour trouver cet épisode. Mais oui, effectivement, super plateforme ouverte et française. Ouais. Et sur un enjeu qui est, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant, chers auditeurs, si vous n'avez jamais acheté de carrelage, effectivement on raisonne en mètres carrés. Ce mètre carré, il faut le transformer en boîte, parce que toutes les boîtes de tous les carrelages n'ont pas forcément les mêmes métrages. On a toujours une marge de manœuvre, on veut être il faut toujours en avoir un petit peu plus, enfin bref, c'est une gymnastique à avoir. Dernier point avant de te quitter, parce que ça fait déjà longtemps qu'on se parle, mais c'est un super entretien. Roomvo, qui est une application qui permet sur ton site de rajouter de la réalité virtuelle pour projeter ce que donnerait un carrelage. Est-ce que de tête, tu peux me donner une référence pour nos auditeurs? La série Nappage, N-A-2-P-A-G-E. Nappage, tac, ok, très bien. Avec des petits... Non, l'expérience, elle est meilleure sur mobile. Ouais. Puisque... Donc, téléchargez non, il n'y a pas rien à télécharger, justement. C'est ça qui est intéressant. Vous allez sur le site d'As de Carreau, cherchez Nappage et vous avez en dessous de la photo, voir en vrai, je crois. Oui, voir dans votre pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec Roomvo, on prend une photo et ça projette le carrelage, en l'occurrence, sur le sol. Moi, ce qui m'a bluffé, je dis ça en tant qu'agence, c'est que l'exécution, la réalisation, elle est assez bluffante. On a travaillé, nous, sur des apps de réalité virtuelle pour des clients qui souhaitaient avoir de réalité augmentée, qui souhaitaient avoir des applications en natif, du coup, sur iOS et Android avec les technos propres. C'est un coût qui est quand même relativement important. Ça se méritait, voilà. Mais là, typiquement, j'ai été bluffé par l'exécution. C'est pas mal. Ouais, le détourage des meubles particulièrement bien. L'identification des lignes de fuite pour poser sur les bons axes. Enfin, vraiment, c'était assez bluffant. C'est tout neuf? C'est tout neuf. Aujourd'hui, il y a une centaine de produits. À la fin du mois, il y en aura plus de 1000 qui seront concernés par l'appli. Quel est l'effort à fournir de votre côté? Nous, l'effort, c'est collecter toutes les images. Donc, en fait, si tu veux...
le métier du carrelage, il a profondément évolué ces dernières années. Avant de fabriquer un carrelage, c'était juste appliquer un masque avec des émaux et on avait un décor. Aujourd'hui, en fait, on se rapproche plutôt de l'impression jet d'encre, sauf qu'au lieu de projeter de l'encre, on projette des émaux. Et ce qui fait qu'en fait, chaque carrelage va être différent, si tu veux. Donc, il faut que nous, on récupère auprès des fournisseurs chaque tampon, entre guillemets, chaque image qui pourrait potentiellement être projetée sur le carrelage à la fabrication, pour avoir justement cet effet de dénuançage quand tu projettes avec Rumvo le produit. Mais du coup, tu as quand même un enjeu, je dis quand même, j'en sais rien, tu as un enjeu d'optimisation et un peu de standardisation des images que tu reçois. Tu as combien de fournisseurs ? On en a une centaine, 115 je crois. Pour 4000 références, tu me l'avais dit en préparant cet entretien, mais donc 40 rêves par fournisseur qui n'ont pas forcément les mêmes Oui, alors on a 3 assets. fournisseurs qui sont nos plus gros fournisseurs. Et puis après, il y a certains fournisseurs pour lesquels c'est compliqué de récupérer les informations, voire même où eux ne souhaitent pas, parce qu'ils se disent... je ne veux pas être comparé, je ne veux pas être posé à côté d'eux. Quoi. Exactement. Si on donne nos tampons, est-ce qu'ils ne vont pas les donner à notre fournisseur pour faire fabriquer le même produit, etc. Donc après, on peut résoudre le problème facilement en prenant des photos de chaque tampon, nous-mêmes, les retravailler et faire nos propres productions. Ok, compris. On a fait un grand tour. J'avais une dernière question pour gentiment atterrir. Tes parents, ils sont toujours là ? Mes parents sont toujours là. Dans l'aventure, je veux dire, pardon, excuse-moi, c'était mal formulé. Ils essayent. Alors, ils disent, nous, on veut se détacher, mais j'ai pas l'impression qu'ils veuillent vraiment se détacher. Je disais à Sébastien tout à l'heure en préparant l'entretien que donc ton papa était viticulteur. Non, il était, d'accord. Ils sont à la retraite quand même. Il a créé As de Carreau en parallèle. Et déjà le métier de viticulteur doit pas être facile, mais en plus, se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends ? Je vais vendre du carrelage. C'est beau. C'est beau. C'est un travailleur, tu me disais. Tout à fait. Tous les deux. Sébastien, merci infiniment. Merci à toi, Laurent. C'était hyper intéressant. Et chers auditeurs, vous m'avez fait beaucoup de retours après cet épisode que j'avais fait avec Story Rideau. Que c'est intéressant de sortir un peu du scope de French Web et Madines et des e-commerçants qui font la une de nos publications digitales. Et ben, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et d'avoir ce genre d'aventure hyper intéressante et belle réussite. Je le redis, t'es arrivé, c'était un side business de tes parents à 160 000 €. 160, pardon. On est une quinzaine d'années plus tard, tu fais 7,5 millions, autofinancé, propre croissance. Tout à fait. C'est louable, c'est super, félicitations. Bravo. Merci. Merci beaucoup de ton accueil. À bientôt, chers auditeurs. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à vendredi prochain. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.